Donc, je vais m'introduire encore une fois. Je suis Judith Schlanger, je suis directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Je travaille sur les manuscrits hébraïques, sur la paléographie et l'histoire du livre, ainsi que sur les documents en caractère hébraïque. Et j'ai l'honneur de co-organiser ce cycle de conférences et le groupe de recherche transversale en paléographie avec Jean-Luc Fournet et Mark Smith. Et donc, avant de parler des exemples, et je promets de parler des exemples de signatures, puisque je vois qu'effectivement, nous avons Béatrice Frankel, et maintenant avec Yael, avec les écritures hébraïques, et les discussions que nous avons eues, les Mérovingiens, et avec Laurent Morel, nous avons effectivement un sujet très, très complexe et très complet pour les journées suivantes. Donc, voilà, donc nous allons réfléchir sur cette possibilité. Donc, en préparant très tardivement ma communication, je me suis d'abord posé la question, qu'est-ce que nous entendons en travaillant sur les documents manuscrits hébraïques? Qu'est-ce que nous entendons par les écritures illisibles? Parce que, bien entendu, nous pouvons toujours parler des écritures illisibles de manière tout à fait objective, les écritures qui sont illisibles parce que les manuscrits sont abîmés, les écritures sont effacées. En travaillant sur les fragments des manuscrits dans des reliures ou la Guéniza du Caire, nous sommes souvent confrontés aux écritures illisibles parce qu'elles sont illisibles. La moitié de texte manque ou bien les lettres sont carrément effacées. Et là, nous avons souvent le recours à toutes sortes de techniques modernes d'ingénierie, physique, chimie pour pouvoir retrouver le texte illisible. Mais il ne s'agit pas de ce type d'illisibilité. Nous allons parler des écritures illisibles de manière tout à fait subjective, c'est-à-dire les écritures qui sont illisibles, soit pour nous, les chercheurs, et c'était des écritures qui étaient parfaitement lisibles à l'époque, dans le passé, à l'époque où ces écritures ont été courantes, ou bien les écritures illisibles qui étaient aussi illisibles il y a plusieurs centaines d'années qu'elles le sont aujourd'hui. Donc nous pouvons avoir deux types d'illisibilité. Je ne sais pas si le matin, comme j'étais en retard, nous avons eu des discussions à ce sujet plus général, mais bon, dans l'introduction. Mais bon, je vais quand même continuer parce que je suis désolée, je n'étais pas là. Donc, je ne sais pas très bien qu'est-ce que nous avons fait. Donc, bien entendu, du point de vue de l'illisibilité qui était très forte, disons au XIIIe, XIVe, XVe siècle, à l'époque médiévale, donc contemporaine à l'écrivain de l'acte ou du livre, il s'agit souvent du soin qui a été mis dans l'écriture. L'écriture illisible est souvent une écriture très personnelle où le scribe, qu'est-ce qu'il fait le scribe ou qu'est-ce qu'il ne fait pas le scribe? Justement, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi l'écriture est illisible? Donc pour nous, les paléographes, l'écriture est souvent illisible parce que nous n'avons pas l'habitude de lire un type spécifique d'écriture. Par exemple, pour les paléographes travaillant sur les manuscrits hébraïques, les écritures de l'Espagne du XIVe, XVe siècle, les écritures de type cursive, sont très difficiles à lire, mais seulement pour ceux qui n'ont pas appris. Donc, si vous passez du temps avec ces écritures, si vous vous familiarisez, si votre œil s'habitue à des formes de lettres nouvelles et les enchaînements de traits différents des écritures dont vous avez l'habitude, vous comprenez que ces écritures sont parfaitement lisibles et qu'elles étaient parfaitement lisibles à l'époque où elles ont été employées. Donc, pouvons-nous vraiment parler des écritures illisibles juste parce que nous, aujourd'hui, avons des difficultés pour les lire? Certainement pas Yael qui a appris à lire des écritures, que vraiment je pense qu'elle est la seule à pouvoir déchiffrer certains manuscrits. Donc, il y a donc les documents illisibles parce qu'ils ne sont pas familiers. Ça nous concerne, nous les paléographes, ça concernait aussi les communautés juives à l'époque médiévale. Nous avons dans la littérature rabbinique des mentions des rabbins ashkénazes en Europe du Nord qui attendaient avec impatience l'arrivée des ouvrages de l'Espagne. Les ouvrages arrivent et le rabbin ne peut pas les lire. C'est pourtant en hébreu, la langue qu'il comprend très très bien. Mais l'écriture est différente. Ce n'est pas l'écriture dont il a l'habitude. Donc, c'est écrit en écriture hébraïque d'un type paléographique différent, l'écriture séfarade. Alors, qu'est-ce que le rabbin va faire? Il va faire le recours
à un vrai interprète graphique, quelqu'un qui va venir et lire le livre à haute voix pour lui, parce que quelqu'un qui connaît un type d'écriture hébraïque différent. Donc l'écriture illisible, effectivement, parce que cette écriture représente un type paléographique, un type d'écriture différent. Il y avait, bien entendu, comme nous l'avons dit, les écritures illisibles parce qu'elles n'ont pas été bien faites, parce que les scribes ne faisaient pas bien ces boucles, parce qu'ils n'arrivaient pas jusqu'à la ligne, parce qu'ils cassaient un certain rythme de l'écriture modèle. Par exemple, une lettre qui a été trouvée dans la Geniza du Caire est une lettre écrite par un ouarak, un commerçant de livres, qui écrit, donc le commerce de livres 11e, 12e siècle en Égypte allait très loin. Donc il y a eu des échanges de commerce de livres entre l'Égypte, l'Afrique du Nord, jusqu'en Espagne d'un côté, et aussi les Mashrek musulmans, donc jusqu'à Bagdad, et même jusqu'au Yémen, de l'autre côté, donc à l'est et au sud. Et donc il y a la copie d'une lettre qui est envoyée, l'original a été envoyé de Fustat, mais la copie a été conservée dans la Geniza du Caire, où le commerçant de livres, le libraire, écrit à quelqu'un qui le représente et qui cherche des livres pour lui. « Chers messieurs, je vous prie de faire parvenir à votre humble serviteur une copie du tafsir. Tafsir veut dire la traduction avec les commentaires de Rabbi Saadia Gaon, qui a vécu au Xe siècle, sur les livres de Daniel et d'Esdras. Mais je vous prie que cette copie ne soit pas comme celle du tafsir du livre des psaumes que vous m'avez envoyé il y a quelques semaines. Elle était écrite dans une écriture si difficile que je n'ai pas été capable d'en copier rien du tout et de fabriquer d'autres livres à partir de la copie que vous m'avez envoyée. Donc là, effectivement, nous avons encore une fois un problème. Tous les deux sont dans le monde oriental. Tous les deux utilisent probablement le même registre, le même style, le même type géographique de l'écriture hébraïque, étant donné que la communauté juive médiévale va de la frontière de la Chine à l'est jusqu'en Espagne à l'ouest, de l'Angleterre au nord jusqu'au Yémen et même l'Inde au sud. Donc effectivement, géographiquement et chronologiquement, il s'agit d'une communauté énorme. Donc il y a plusieurs sous-types de l'écriture hébraïque, forcément. Mais là, il s'agit des gens qui fonctionnent dans le même monde, dans le monde entre l'Égypte et le Maghreb. Donc ils sont dans le monde oriental et pourtant l'écriture était illisible. Elle était probablement illisible pour des raisons de la qualité de l'écriture. Donc nous avons à l'époque médiévale déjà le même problème que nous, en tant que paléographes, rencontrons pour l'analyse tout à fait subjective de la question des écritures illisibles. Donc, s'il y a des différences, s'il y a des problèmes de lisibilité ou illisibilité à l'époque médiévale, d'où ces problèmes peuvent venir. Donc, quelles sont les écritures illisibles de manière tout à fait subjective? Les écritures dont nous avons déjà parlé de types géographiques et culturels différents, du manque de soins. Cependant, à l'époque médiévale, et ce que nous avons vu aussi avec les documents que Yael vient de nous montrer, il y a également les types des manuscrits et types des écritures spécifiques à certains groupes professionnels. Par exemple, les écritures des marchands sont des écritures d'habitude très rapides qui peuvent être difficiles à lire pour ceux qui ne font pas partie du groupe fermé. Donc, comme les corporations, les guildes dans le monde occidental, les marchands juifs constituent des groupes, des sociétés, qui ne sont pas pour autant des sociétés fermées, mais ce sont des réseaux. Les réseaux commerciaux qui fonctionnent d'une certaine manière en huis clos, où il y a un certain nombre de personnes qui travaillent à l'intérieur du réseau. Les réseaux de commerce, entre le Xe et le XIIIe siècle, surtout en Afrique du Nord, entre l'Espagne, l'Égypte et le Yémen sont très bien connus. Il y a eu des travaux très poussés à ce sujet, notamment à partir des manuscrits, des documents de la Geniza du Caire.
Les marchands du Maghreb, qui voyagent donc entre ces parties très différentes du monde juif, utilisent une écriture très spécifique qui est à l'origine du développement de la première écriture véritablement cursive dans la tradition paléographique hébraïque médiévale, l'écriture qui va se développer en Tunisie à l'origine, l'écriture, Yael nous a dit, qui va ensuite, par la suite, être appelée Moallak, donc l'écriture cursive, et cette écriture va ensuite être utilisée en Espagne, où elle donnera naissance à plusieurs sous-types d'écriture espagnole, cursive ou livresque, très stylisée. Donc il y a effectivement le lien organique, le lien historique tout à fait évident entre la Tunisie et l'Espagne, et ce lien historique, économique également, avec les réseaux des marchands, est tout à fait évident dans le transfert des types de l'écriture hébraïque, très spécifique, donc la cursive hébraïque. Cette cursive-là, nous allons voir des exemples, est effectivement assez difficile à lire pour ceux qui ne font pas partie du réseau. Mais bien entendu, ceux qui faisaient partie du réseau commercial, non seulement étaient tout à fait à même de lire cette écriture rapide très rapidement, mais aussi, donc, cette écriture cursive rapide était clairement faite pour les gens qui n'avaient pas beaucoup de temps, mais en même temps, elle était elle-même une sorte de marque d'appartenance à ce groupe spécifique. Donc, en recevant la lettre, on pouvait très facilement identifier l'origine de cette lettre. Donc, l'emploi d'une écriture illisible pour les autres, pas forcément pour des raisons cryptographiques ou les raisons secrètes, non, tout simplement, il y avait un groupe qui avait une écriture à eux, comme c'était le cas dans les villes italiennes ou chez les notaires, où aujourd'hui nous avons les écritures des médecins qui sont réputés dans le monde d'aujourd'hui à écrire tout simplement mal, d'une telle manière qu'il n'y a que ceux qui partagent le même code qui peuvent lire cette écriture aisément. Donc il y a vraiment la question, dans la question de l'illisibilité, il y a la question de partage. Il y a la question de partage du même monde, de la même culture, et parfois des mêmes préoccupations également. Donc, je vais maintenant passer assez rapidement à montrer 3 exemples, parce que je voulais quand même essayer de comprendre du point de vue paléographique, qu'est-ce que ça veut dire que l'écriture est illisible. Bon, on la regarde, elle est illisible, mais comment nous pouvons définir des éléments dans l'écriture qui la rendent vraiment illisible? Mais avant ça, je voudrais introduire le dernier élément méthodologique. Si nous parlons de l'écriture illisible, à un certain moment, c'est que nous devons aussi présupposer un modèle de l'écriture tout à fait lisible. Donc, qu'est-ce que c'est une écriture lisible? Qu'est-ce que c'est une écriture qui est supposée être facile à lire? Dans le monde juif, en fait, notre tâche est facilitée à l'extrême, parce que nous avons des textes juridiques, le Talmud de Babylonie, notamment le traité Sophrim, donc le traité qui a été ajouté au Talmud de Babylonie à l'époque musulmane déjà, donc au début de l'époque médiévale, mais qui est entièrement consacré au travail des scribes, à la confection des livres sacrés. Et nous avons d'autres traités dans le Talmud, le traité Megillah, le traité Menachot du Talmud de Babylonie. Nous avons également des codes juridiques comme les Mishneh Torah des Maïmonides, ou bien toute une littérature, des ouvrages complets qui sont consacrés au travail de scribes qu'on appelle des sofrei stam, donc les scribes qui travaillent sur des livres sacrés. Les livres sacrés étant les rouleaux de la Torah, qui sont lus dans la synagogue, dans l'office public, les mezuzot, donc les amulettes qui sont accrochées au montant des portes, ainsi que les téphilines, donc les phylactères. Les scribes qui écrivent ces textes sacrés ont des livres, des manuels qui leur expliquent comment écrire. Donc, bien sûr, le but principal est de maintenir le côté sacré de ces ouvrages, donc, par exemple des rouleaux de la Torah. Cependant, une partie de la sacralité des rouleaux de la Torah dépend de la manière de les lire et surtout de la possibilité de les lire facilement. Donc, effectivement, un livre
ne peut pas être utilisé pour la liturgie s'il n'est pas lisible. D'accord? Donc la lisibilité fait partie de la sacralité du livre. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe si un livre est illisible de manière objective? Texte effacé, le livre est vieux, les rouleaux, on l'enroule, on les déroule, le texte est effacé. On peut les restaurer. On peut ajouter, on peut découper un morceau des rouleaux de la Torah et on peut en ajouter un autre à la place. Donc un texte peut être restauré, un rouleau peut être restauré, mais si le rouleau est vraiment abîmé, dans ce cas-là, il va dans la Geniza, une sorte de nécropole pour les livres sacrés, où il ne peut pas être détruit par l'homme, il doit se décomposer de manière naturelle, sans être dérangé. Il est donc protégé de la profanation, il n'est pas protégé de la destruction. Mais donc, le livre, s'il n'est pas lisible, il va partir. Donc, un livre illisible ne peut pas être utilisé dans un contexte sacré. Par exemple, la lisibilité, donc là je vous ai donné des exemples qui sont l'illisibilité objective, c'est-à-dire le texte abîmé. Mais nous avons également des cas d'illisibilité subjective, c'est-à-dire les lettres sont visibles, le manuscrit n'est pas abîmé, le scribe a fait un effort pour que les livres soient bien écrits et pourtant il est difficile à lire. Qu'est-ce que ça veut dire difficile à lire? Et là nous avons un texte très intéressant dans les Sefer Hasidim au XIIIe siècle en Allemagne, qui nous dit « Un livre de la Torah doit être examiné de manière suivante. On prend un enfant qui vient de commencer sa scolarité. Cet enfant, donc, connaît les lettres de l'alphabet hébraïque, mais il ne connaît pas encore la langue hébraïque, qui, au XIIIe siècle, n'est plus sa langue maternelle depuis à peu près plus de 1000 ans. Donc, cet enfant qui ne connaît pas encore les contenus des textes, parce qu'il n'a pas encore étudié la Torah, il connaît à peine des lettres. Et on demande à cet enfant de faire la lecture d'un passage problématique où on se pose la question, est-ce que c'est bien écrit ou est-ce que ce n'est pas bien écrit? Si l'enfant est capable de lire d'une telle manière qu'il associe des lettres pour en faire des mots, et il sépare des mots spécifiques entre eux, donc il peut dégager des mots dans une ligne de texte, le rouleau peut être utilisé pour la liturgie. Si l'enfant ne sait pas où un mot commence ou un autre se termine, le rouleau n'est pas valable. Donc la lisibilité dans ce cas-là dépend très clairement de la densité de texte. Et voilà, donc je voudrais essayer, donc cela me mène à ma première question. Qu'est-ce que ça veut dire que le texte est illisible? Donc ici, nous avons la réponse très claire. Illisible du point de vue de l'écriture, du système graphique, paléographique, et par conservation du document. Il est illisible parce que sa densité est telle que la distinction entre le bon est difficile. D'accord? C'est ça, un texte illisible selon la définition. Donc effectivement, en lisant des textes concernant l'écriture des textes sacrés, nous pouvons dégager quelques éléments qui nous mènent vers la définition de qu'est-ce que c'est le texte illisible. Par exemple, la régularité de la ligne de l'écriture est extrêmement importante pour l'écriture hébraïque. Donc, les rouleaux de la Torah est écrite en écriture d'habitude carrée, calligraphique. Mais même cette écriture-là, qui par définition est faite pour la lecture publique, peut être illisible. Donc, pour qu'elle soit lisible, on définit dans les textes que la ligne doit être régulière. Donc, on va, bien entendu, ceux qui travaillent sur les manuscrits connaissent très bien la réglure des manuscrits. Là, ce sont des fragments qui viennent du fameux Sefer Torah de Bologne, donc de la fin du XIIe, début XIIIe siècle, espagnol, donc de la bibliothèque universitaire de Bologne. Vous voyez très bien la réglure, les lignes réglées qui ont été faites sur les manuscrits. Il faut faire très attention, c'est pour les rouleaux de la Torah, c'est une prescription légale et religieuse d'écrire un rouleau en traçant des lignes. En même temps, les lignes doivent être absolument invisibles parce que le rouleau de la Torah ne contient que des consonnes et ne peut pas contenir rien d'autre, aucun autre signe. Donc, on trace bien entendu les lignes à la pointe sèche, comme on dit, sans laisser de la couleur, sans dessiner, sans écrire, juste pour guider l'écriture qui doit être régulière.
il y a dans les traités les descriptions des lettres qui ont droit de dépasser soit la ligne de crête, soit la ligne de base, donc les lettres qui peuvent aller sous la ligne ou au-dessus de la ligne. Mais ce n'est pas le cas de toutes les lettres. Le deuxième aspect dont nous avons déjà parlé, c'est la densité. Et je vous ai raconté l'anecdote d'un enfant qui lit et qui se rend compte que, voilà, on se rend compte que le texte peut être illisible si l'enfant ne peut pas dégager des mots, donc la densité. Et le troisième élément, c'est la distinction qu'on fait entre les lettres similaires. Donc, il y a dans chaque alphabet un certain nombre de lettres qui se ressemblent, par définition. Dans l'alphabet hébraïque, il y en a beaucoup. En principe, c'est 8 lettres que vous voyez ici. Bet, Kaf, Hei, Chet, Dalet, Resh et même Final et Samer se ressemblent beaucoup. Donc, les traités des scribes nous racontent comment faire ces lettres, comment tracer ces lettres pour que ces lettres soient différentes. Donc, la différence entre les formes des lettres est essentielle. Et nous avons malheureusement des écritures dans la tradition hébraïque où les différences sont très petites ou inexistantes, comme par exemple dans les écritures ashkénazes, les dalet et resh, vous les voyez ici bien distinctes dans une écriture séfarade carrée. Dans l'écriture, par exemple l'écriture non carrée ashkénaze, elles sont identiques. Donc c'est très difficile parfois de faire la différence sans comprendre le texte. Et nous savons que le problème s'est posé pour les scribes à l'époque médiévale parce qu'ils faisaient beaucoup d'erreurs dans les copies des manuscrits. Et nous pouvons effectivement voir qu'ils interprétaient un resh pour un dalet ou un dalet pour un resh. Et il faut donc maintenant, la critique textuelle essaye de dégager ce genre de quiproquos qui existent assez fréquemment. Il y a également un élément dont je ne vais pas vraiment parler avec les exemples, c'est la taille des caractères. Une écriture peut être illisible quand les caractères sont de taille très petite. À partir du XIIIe siècle, il y a bien sûr les lunettes. L'invention des lunettes, ça a beaucoup, ce que Colette Sirac répète toujours, l'invention des lunettes a beaucoup aidé à la lecture des écritures petites. Mais ce n'est pas un problème négligeable. Les écritures petites sont plus difficiles à lire en principe. Je vous ai parlé de la question de la ligne d'écriture. Et donc, nous avons effectivement des écritures, ça ressemble un tout petit peu à ce que nous avons vu avec les signatures de l'Afrique du Nord ou les signatures ottomanes. Donc, ce type d'écriture commence effectivement en Espagne. Là, nous avons ce manuscrit-là, en fait, vient de la France de la France du Sud, mais il s'agit effectivement de l'écriture séfarade. Et qu'est-ce qui dérange beaucoup? Bon, il y a des formes de certaines lettres séfarades qui sont un peu différentes de formes de l'écriture carrée. Donc, il faut apprendre ces formes. Mais ce qui rend la lecture de cette écriture parfaitement malaisée, c'est le fait que c'est une écriture à étages. Donc, au lieu d'avoir un enchaînement de caractères un après l'autre sur la ligne, ce qui se passe ici, c'est que notre œil doit passer de haut vers en bas, les lettres entrent une dans l'autre, ce que nous avons vu également avec les signatures, mais là nous avons des textes entiers qui sont écrits dans cette écriture, voilà, et en plus il y a donc les lettres, donc vous voyez les lettres qui se placent, il n'y a pas une ligne sur laquelle les lettres sont assises ou une ligne sur laquelle les lettres sont suspendues, mais effectivement les lettres sont sur 3 niveaux différents, avec les lettres qui entrent une dans l'autre. Et ça rend l'écriture extrêmement difficile si on n'en a pas l'habitude. Donc, la régularité de la ligne de l'écriture, et vous voyez, il ne s'agit pas du tout d'une écriture courante, cursive, pas du tout. C'est une magnifique écriture calligraphique. Donc, effectivement, ce n'est pas du tout la question de qualité, c'est vraiment un effet tout à fait volontaire de rendre cette écriture belle, de suivre un certain style qui ressemble effectivement énormément à l'écriture arabe en soi, et en même temps, cette écriture, pour les non-initiés et ceux qui ne la lisent pas tous les jours, est effectivement pas aisée du tout à la lecture. Nous avons également, là c'est
c'est un document juridique de Perpignan où nous avons le même type de l'écriture, un peu moins calligraphique, mais quand même tout à fait lisible et beau. Donc ici, le problème qui se pose, c'est également le problème de la différence de niveau, où les lettres se placent par rapport à la ligne de l'écriture, et notamment avec les deux exemples que vous avez ici, Hane Emanim et Modim, c'est la place de la lettre Yud, de la toute petite lettre. Je vais essayer de vous la montrer. Non, je ne sais pas comment... C'est ça, ah oui, c'est bien. Hane Emanim, donc la ligne de crête est là, donc la ligne haute. La lettre Yud, Ne Emanim, I, c'est celle-ci. Elle devrait en principe être détachée et se placer ici. Dans le mot Modim, elle est placée en bas, accrochée à la lettre Dalet, au pied de la lettre Dalet. C'est un problème pour les étudiants qui commencent à apprendre l'écriture séfarade. Les Yud, c'est le plus grand problème parce qu'on ne sait jamais où on va les trouver. Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est au milieu? Est-ce qu'il est en bas? Et ça perturbe énormément le rythme de la lecture. Donc en fait, le rapport par rapport à la ligne, c'est très important. Nous avons le même phénomène, je vous ai promis de parler des écritures, nous avons effectivement le même phénomène dans un type d'écriture, des écritures hébraïques, qui se trouve entre le Xe et le XIIe siècle en Égypte, plus spécifiquement en Égypte. Donc nous avons dans cette écriture-là d'un homme tout à fait célèbre qui s'appelait Ephraim ben Shemaria et qui était le chef, le rabbin, le chef de la communauté des Juifs de rite d'Israël, les rites palestiniens en Égypte, pendant la première moitié du XIe siècle. Il est mort dans le 1055 et il était actif. Son premier document signé, c'est 1007. Donc, il est effectivement, c'est toute la moitié du XIe siècle, c'était une figure très, très, très importante. Alors, ce qui se passe ici, il signe son nom, effectivement, Ephraim, avec les abréviations, Hechaver, le membre de la yeshiva, de l'académie rabbinique, Besanhedrin Gdola, donc on appelle Sanhedrin la grande synagogue. Il était Bar Rabbi, c'était le fils de Rabbi Shemaria. Ça, c'est le nom de son père. Mais si vous regardez bien, nous avons également toutes sortes de petites lettres en haut et en bas de l'écriture. Nous avons parlé de sigles, nous avons parlé de toutes sortes d'ajouts qu'on peut avoir autour de l'écriture. Et effectivement, en lisant en zigzag ces petites lettres, nous obtenons le nom du grand-père. Shemaria était le fils de Rabbi Yechia Azati de Gaza. Il était d'origine de la ville de Gaza. Lechayei ad iske, qu'il mérite la vie éternelle. Donc nous avons également une formule. Et tout ça, c'est écrit avec les petites lettres. C'est une pratique extrêmement courante. Je vous ai apporté un autre exemple qui est encore plus amusant. Cette fois-ci, c'est la signature de la concurrence, donc du leader de la synagogue des Irakiens, toujours à Fustat, toujours en Égypte. Donc il y avait deux synagogues, une à côté de l'autre. Les gens allaient prier dans l'une ou dans l'autre. L'une, c'était les rituels palestiniens, et l'autre, les rituels venant d'Irak, abbasside, donc la communauté des immigrés. Alors, voilà, il s'appelait Shemaria ben Elchanan, aussi une personnalité très connue, donc depuis la fin du Xe siècle, il est mort en 1011. Donc, nous avons effectivement, encore une fois, sa signature et les petites lettres qui entourent son nom. Alors, les petites lettres qui vont former ensemble le signe Igdal Batorah, qu'il grandisse dans la Torah, qu'il soit grand dans la Torah. Seulement, si vous regardez comment c'est écrit, vous savez que l'hébreu, il faut le lire bien sûr, de droite à gauche. Shemaria, Berabi, Elchanan. Igdal, la lettre Yud est ici, donc elle est en bas. Ensuite, il faut revenir vers la deuxième lettre, troisième lettre du mot ici, et la fin du mot se trouve ici. D'accord?
Donc c'est non seulement les zigzags comme dans les cas précédents, mais il faut sauter. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est assez difficile de décoder dans certains cas. Et ensuite, nous avons la suite, Batora. Ici, la lecture s'est faite en zigzag normal. Cependant, vous n'allez pas reconnaître des lettres parce qu'en fait, Torah commence par Aleph. Donc, à la place de la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, on met la première lettre de l'alphabet hébraïque, donc la méthode de la gematria qui s'appelle Adbash, donc le remplacement de lettres selon les paires correspondantes des lettres. Donc c'est un système très connu dans l'interprétation biblique, dans les signatures, dans les colophons, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bien entendu, nous avons des signatures juridiques. Encore une fois, la question de la signature et la manière d'écrire ce mot additionnel personnifie encore davantage la signature déjà personnelle parce qu'elle est autographe du signataire de l'acte. Donc effectivement, nous avons une validation supplémentaire de la signature par ce petit mot qui l'entoure. Ce mot, en principe, ce symbole qui est utilisé, ça peut être soit, comme nous avons vu, la généalogie de la personne, ça peut être parfois la date du document qui est codée d'une telle manière, et ça peut être, comme dans ce cas-là ici, une sorte de symbole, siman, symbole dans les textes hébraïques, qui correspond à l'ama, ce que nous avons vu déjà avec ce que Yael nous a raconté, du monde arabe. Donc, effectivement, les notables du monde arabe ont un symbole qui peut être soit, à l'époque turque, nous avons vu, ça va être cette élaboration graphique, calligraphique très belle, visuelle, mais ça peut être aussi tout simplement une phrase, un mot qui résume la personne ou qui résume la généalogie ou la famille. Donc, Igdal Batora, c'est une alama, le symbole d'une certaine famille. Ça va être utilisé par cette famille spécifique. Et donc, entre le Xe et le XIIe siècle, les Juifs d'Égypte signent leur nom en utilisant la pratique qui n'est pas attestée, je pense, je parle sous contrôle de Naïm, je ne pense pas qu'il y ait dans les signatures arabes cette manière d'écrire autour, mais l'idée est de trouver une place pour l'équivalent d'une alama arabe, donc d'une signature à l'arabe qui ne doit pas nécessairement contenir le nom de la personne, mais quelque chose en plus. Et ça peut être effectivement placé graphiquement. Du point de vue du confort de la lecture, parce que quand on parle de la chose illisible, l'écriture illisible, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une écriture inconfortable en fait. Le confort de la lecture est amoindri. Donc là, effectivement, nous pouvons lire, il n'y a aucun problème, nous reconnaissons les lettres. Cependant, la direction et l'emplacement de mots rend notre lecture extrêmement inconfortable. Le cas extrême, c'est la micrographie, les documents ashkénazes micrographiques, où effectivement, vous pouvez avoir les mots entiers qui sont écrits en ce qu'on appelle carmina figurata, c'est-à-dire les lettres sont constituées par des mots, ou bien les lignes de l'écriture constituent le dessin. Donc là, nous avons Sonia Fellows qui travaille particulièrement sur l'histoire de l'art et la micrographie. Donc je ne rentre pas en détail de ces manuscrits fort intéressants parce qu'en plus, ils combinent les éléments de la micrographie du style Espagne du Nord et micrographie du style tout à fait ashkénaze, c'est un manuscrit ashkénaze. Donc effectivement, il y a pendant assez longtemps, les chercheurs pensaient que oui, écrire un texte, soit les commentaires, soit surtout la massor, les notes de la critique textuelle de la Bible en forme de micrographie, c'est pas fait pour être lu. Donc l'idée était qu'il s'agit purement de la décoration savante qui n'est pas supposée être lue. Cependant, les travaux récents très intéressants du projet de l'université de Heidelberg, du professeur Hanalis, ont montré, elle et son projet, étaient les premiers à vraiment lire toutes ces notes. Et ils les éditaient.
et ils étaient capables de montrer qu'il y a un lien entre les notes dans les dessins, la forme du dessin et le texte à côté, le texte principal. Donc en fait, ces notes étaient tout à fait destinées à être lues. Et il y avait un lien, même un dialogue, entre ce texte qui est extrêmement difficile à lire pour plusieurs raisons, la taille, mais surtout la direction de l'écriture. Alors là, la mise en page est telle qu'il est extrêmement difficile de les lire. Très souvent, vous êtes obligé d'être à l'envers par rapport au livre. Donc, est-ce que vous tournez le livre ou est-ce que, comme ça a été fait, bon, c'est un manuscrit de l'Europe du Nord, donc je ne sais pas très bien quelles étaient les pratiques de l'apprentissage de la lecture. Dans le monde oriental, les Juifs apprenaient à lire le livre de toutes les 4 directions. C'est-à-dire, on pouvait lire le livre sans le tourner. Et nous avons effectivement une lettre, encore une fois, de la Geniza du Caire, d'un père qui écrit à sa femme, un marchand, qui part en voyage d'affaires, et qui écrit à sa femme, faites très attention, envoie bien notre enfant à l'école, et faites bien attention qu'il apprenne à lire son texte, son hébreu, de tous les 4 côtés. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de livres, et d'ailleurs, chez les Yéménites, jusqu'à il y a très récemment, les enfants dans une école juive apprenaient à lire en étant assis par terre avec un livre au milieu. Donc certains étaient assis en face du livre, les autres étaient assis de l'autre côté. Alors il fallait bien apprendre à lire de tous les côtés. Et effectivement, une fois même, j'ai vu moi-même, et ça a été aussi rapporté par Shlomo Dov Goitein, des Yéménites qui jusqu'à maintenant, pour le confort, tournent les livres à l'envers. Et le lisent à l'envers parce que c'est comme ça qu'ils ont appris. Ce qui remet en question la direction de l'écriture, bon, de l'écriture oui, mais de la lecture du texte hébraïque de droite à gauche. En fait, c'est complètement à l'envers. Donc voilà, donc la direction de l'écriture peut rendre cette écriture très difficile. Nous avons parlé de la densité, plus la densité d'un texte est grande, plus effectivement nous avons des difficultés pour les lire. Les rouleaux liturgiques, donc notre norme, il est tout à fait écrit pour l'écriture des rouleaux liturgiques qu'il faut écrire des mots d'une telle manière qu'il y ait l'épaisseur d'un poil, d'un cheveu, entre des lettres spécifiques. Les lettres n'ont pas droit de se toucher. D'accord ? Ce n'est pas le cas dans les documents comme celui-ci, où il y a beaucoup de ligatures, donc les lettres qui s'enchaînent une à côté de l'autre. Bien entendu, quand nous n'avons pas l'espace blanc qui entoure chaque lettre séparément, la lecture devient moins aisée. Un des éléments de l'illisibilité des écritures hébraïques est effectivement l'enchaînement direct des lettres en tant que ligature, les lettres qui se touchent, etc. Et enfin, pour finir, il y a la confusion des formes. On arrive finalement à la confusion des formes, des lettres, et je ne parle pas des formes qui ont été inventées exprès pour tromper l'ennemi. Nous avons effectivement des signatures, des écritures cryptiques dans la tradition juive, donc je ne parle pas du tout de ça, mais bien des écritures qui étaient tout à fait lisibles à l'époque et qui nous paraissent aujourd'hui, et peut-être paraissaient aussi à certains à l'époque, difficiles. Donc la lecture, les conforts de lecture n'étaient pas très grands. Et en fait, nous pouvons très bien classifier du point de vue paléographique des écritures en confortables et moins confortables. Donc les conforts de la lecture, c'est vraiment très important. Donc nous avons des écritures dans le monde ashkénaze, les écritures qui, ma foi, commencent assez gentiment au début du XIIIe siècle, les écritures non carrées qui se prêtent à confusion parce qu'il y a des formes de certaines lettres, Bet et Kaf, et Resh et Dalet, qui se ressemblent beaucoup, mais au XIIIe siècle, ces écritures sont assez faciles à lire pour les hébraïsants. Cependant, au XIVe siècle en Espagne, les écritures hébraïques commencent à ressembler de manière incroyable les écritures gothiques latines, par l'enchaînement de, je dirais, minimes. Je montrais déjà cette image pendant ma communication l'année dernière, mais je la montre encore une fois pour vous montrer à quel point, si vous renversez
la ligne de manière artificielle par Photoshop, bien entendu, vous obtenez quelque chose qui ressemble énormément à l'écriture latine avec cet enchaînement gothique, l'écriture latine gothique, avec l'enchaînement des traits verticaux qui rendent la lecture pas aisée du tout, parce qu'on peut effectivement confondre le lettre où l'enchaînement des verticaux se ressemble énormément. Cette écriture, en plus, peut être profondément stylisée, très belle, comme dans ce livre de prière d'Allemagne, où nous avons, dans la plupart des traits verticaux, une sorte de goutte, nous appelons ça une goutte, donc un cercle à l'intérieur, au milieu d'un trait vertical. Le trait très caractéristique de cette écriture, c'est la confusion très facile entre des lettres qui en principe ne devraient pas être difficiles à différencier, comme par exemple les yud suivis par la lettre vav est presque identique à la lettre aleph, qui sont tous les deux très similaires à la manière dont le scribe trace la lettre même. Donc vous avez les enchaînements, encore une fois, des verticaux, et en plus avec la stylisation, avec cette goutte, donc un élément épaissi à l'intérieur. Donc nous avons, voilà, donc nous avons la lettre vav. Ici nous avons la lettre même, mais qui pourrait, en fait, qui ressemble énormément à l'enchaînement d'une lettre que nous pouvons prendre pour un vav et encore une fois un vav. Donc effectivement, nous avons des problèmes. Ça c'est la lettre yud et vav, mais en fait c'est un aleph. Ils sont écrits tous les deux exactement de la même manière. Donc la confusion est extrêmement facile. Donc je pense que j'ai dépassé déjà mon temps, donc je vais arrêter maintenant en concluant que les écritures illisibles, j'essayais de définir qu'est-ce que ça veut dire que l'écriture est illisible. Et en fait, j'arrive à la conclusion qu'il est possible, dans certains cas, de définir pourquoi une écriture est moins lisible que l'autre. Cela ne veut pas dire forcément qu'elle est cursive, personnelle, écrite par un médecin qui ne fait pas attention. Elle peut être au contraire extrêmement calligraphique, belle, ou pour des raisons esthétiques, tout simplement, on ne respecte pas le but principal de la lecture, cela veut dire le confort de la lecture. Ce qui est important, c'est que contrairement à l'idée assez linéaire, on aurait pu croire que l'écriture devrait évoluer du plus complexe vers le plus simple et que les écrivains, on pourrait se dire, comme au XIXe siècle, cherchent à faciliter. La facilité, donc les scribes vont écrire d'une telle manière que les lecteurs aient plus de facilité pour lire. Ce n'était certainement pas le cas et le confort n'était pas toujours recherché. Ce qui était au contraire recherché dans le processus de la lecture, c'était aussi son côté intellectuel. Ce que nous avons vu dans les jeux autour de signatures ou bien la micrographie, il n'y a que les gens tout à fait savants qui sont tout à fait à même de déchiffrer la richesse de cet élément supplémentaire qui est l'élément d'inconfort dans la lecture. Merci beaucoup.